Ne vous en faites pas. Tout va très bien se passer. Vous n'avez aucune raison de vous en faire. Ça va très bien. Vous êtes en de bonnes mains, en de très bonnes mains. La situation est actuellement sous contrôle. Nous contrôlons actuellement toute la situation. Vous n'avez donc aucune raison de vous en faire. Aucune crainte à avoir. Aucune crainte d'aucune sorte. Vous n'avez aucune crainte d'aucune sorte à avoir. Tout va bien, vraiment. Tout va très bien, ne craignez rien. Surtout ne craignez rien, car il n'y a rien à craindre. Il n'y a absolument rien à craindre. Je vous assure, ne vous inquiétez pas. Ne commencez surtout pas à vous inquiéter, à émettre le moindre signe d'inquiétude, le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse, à émettre le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse. N'émettez pas le moindre signe d'anxiété ou d'angoisse, voilà, n'émettez aucun signe. Par précaution, nous vous recommandons de n'émettre aucun signe. Cela vaut mieux, cela est plus prudent. La situation est actuellement totalement sous contrôle, mais cela est plus prudent. Nous estimons qu'il est plus prudent de n'émettre aucun signe, et particulièrement aucun signe d'inquiétude. De toute façon, je vous rassure, il n'y a aucune raison d'émettre un quelconque signe d'inquiétude. Le moindre signe d'angoisse, non. Vous n'avez absolument aucune raison d'émettre un quelconque signe d'inquiétude. Tout va bien, tout va vraiment très bien, vous n'avez pas à vous en faire, donc ne vous en faites pas, c'est aussi simple que ça. Ne vous affolez pas. Surtout, ne vous affolez pas. Et surtout, n'affolez pas votre voisin. Si vous devez vous affoler, ce que vous n'avez absolument aucune raison de faire, je vous le rappelle, si vous devez vous affoler, si vous ne pouvez pas faire autrement que de vous affoler, surtout évitez d'affoler votre voisin. Évitez de répandre l'affolement autour de vous. De toute manière, nous vous recommandons, évitez l'affolement. Ce n'est pas la solution. L'affolement est rarement la solution. Et ce n'est pas la solution dans ce cas de figure ici présent actuellement. Dans cette situation qui, je vous le rappelle, est absolument, totalement, parfaitement sous contrôle. La situation est totalement, parfaitement sous contrôle. Ça va très bien se passer. Tout va très bien se passer. Nous sommes là. Et nous avons la situation bien en main. Je suis un jeune homme très vieux, vous comprenez? Je suis un jeune homme très vieux et très malade. C'est pour ça que je suis ici dans cet hôpital. Ce soir, comme chaque soir, j'ai échappé à la vigilance des infirmiers et me charge dans tout le bâtiment. C'est un petit jeu entre nous, tous les soirs, une partie du cache-cache. J'ai besoin de marcher un peu chaque soir, vous comprenez? Je me dépêche parce qu'ils ne vont pas tarder à me retrouver. Donc, je suis un jeune homme très vieux et très malade, et j'ai besoin de ma maladie pour vivre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que cette maladie me tue et cette maladie me fait vivre. Vous voyez? Vous comprenez? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais comment vous expliquer la littérature? La littérature, si vous écrivez, c'est parce que vous avez peur. Le moteur, je veux dire. Vous voyez, le moteur, c'est la peur, ou encore la souffrance, ou l'ennui, comme vous voulez, mais ce qui fait que tout cela, c'est vraiment insupportable, non? Car c'est quand même une honte que la vie ce soit ça, quand même, non? Vous comprenez? Donc vous n'écrivez pas à cause d'autre chose que ça, cette peur, cet ennui, cette souffrance. Et donc, finalement, c'est comme une sorte de remerciement qu'il vous faudrait adresser à cette peur, cette souffrance, cet ennui, à ce pire ennemi qui est en vous, car sans lui, pas de littérature. Et donc, vous êtes bien content au bout du compte de cette petite peur. Elle remplit son rôle, on peut lui dire merci, hein? Même si ça vous arrache la gueule de devoir lui dire merci, même si ça vous fait quand même bien chier de lui devoir ça à votre pire ennemi.
vous pouvez quand même le lui dire, non? Vous écrivez donc. Et vous écrivez pourquoi? Pour tuer cette peur, cette souffrance, cet ennui, pour la réduire en miettes, pour l'anéantir. Vous écrivez pour détruire ce qui vous fait écrire. Vous voyez, vous comprenez? Vous écrivez pour ne plus avoir à écrire. Et vous, c'est pareil. Je veux dire, vous chantez, si je ne me trompe. Et aussi, vous jouez la comédie. Bon, ben, au final, c'est pareil que pour moi. Vous chantez pour ne plus avoir à chanter et vous jouez pour ne plus avoir à jouer, non? La littérature. Je viens de m'en rendre compte. La littérature, cher ami, permettez que je vous appelle mon cher ami. La littérature, ce n'est rien qu'un simple mouvement pour en finir avec la littérature. J'écris pour en finir avec la littérature. Terrible. Tu me regardes. Tu me fais détourner ton regard de moi. Tu soutiens le regard. Tu enfonces la pédale d'accélération. Et tu cries. Et tu hurles. La voiture s'élance. Tu continues de me regarder. Tu ne regardes pas derrière moi. Tu ne vises rien derrière moi. Pas même la route que tu dois suivre une fois que tu auras sauté de l'autre côté. Pas même le paysage qui s'étend dans mon dos. Tu soutiens simplement mon regard. Tu ne peux pas t'en détourner. Et tu ne vois pas la barrière, Toby. Dans l'obscurité de l'autoroute en travaux, dans le nuage de poussière, dans le silence. Impressionnant. Simple ronronnement du moteur. Tu ne vois pas la barre de métal sur laquelle tu te précipites, qui s'approche à toute vitesse, à hauteur de ton cou. La voiture aboutit de l'autre côté du ravin. Tu as sauté et pris le bon élan pourtant. Mais une fois passé de l'autre côté, tu n'as pas eu le temps. Même pas eu le temps de savourer ta victoire. Que ta tête a heurté la traverse de métal, devenue comme une lame avec la vitesse, comme le tranchant d'une épée. Et la voiture qui continue sa route, c'est avec un conducteur décapité. Et sur l'asphalte roule ta tête, Toby. Sur l'asphalte roule et roule. Sur l'asphalte. Le mystère, le voici à l'instant qui surgit, celui-là de ta tête, jamais qu'on ne retrouve. Toby, la star dont la tête restera à jamais égarée. Et le corps de la star reposera toujours décapité. Le chien sans tête dans sa tombe chante à n'en plus finir. Et maintenant, chante ta tête, Toby. Chante pour les siècles. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon chien.
j'entends un cri. Je crois avoir entendu un cri. Quelqu'un criait. Au dehors, non loin. Alors je vais à la fenêtre pour essayer de déterminer d'où vient le cri. Et c'est là que je la vois. La fille sur le toit. C'est marrant parce que j'étais juste en train d'essayer de résoudre un problème de physique au moment où j'ai entendu le cri. Un problème sur le travail d'effort s'agissant sur un solide en translation. Et c'est un peu l'application de mon problème qui est là devant moi. Et c'est un peu absurde parce que c'est tout d'abord à ça que je pense. À mon problème de physique que je dois résoudre pour le lendemain. Et en aucun cas au danger. Et en aucun cas au fait que la fille sur le toit, elle est en costume de majorette. Et la fille marche sur le toit. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux parce qu'elle ne va pas sauter. Je sais qu'elle ne va pas sauter. Elle n'est pas montée sur le toit pour sauter, elle est juste sur le toit en costume de majorette. Et je décide de la filmer parce que je trouve ça très beau. Et je me dis, sur le moment, je me dis que je vais mettre la vidéo sur Internet pour que tout le monde puisse voir comme c'est beau, cette fille sur le toit qui marche en costume de majorette. Et j'imagine déjà plusieurs millions de visiteurs en quelques heures. Et puis non. Je me dis que je vais garder la vidéo pour moi seule. Je veux que personne ne voit ça, personne d'autre que moi. J'ai toujours trouvé ça très con, les majorettes, vraiment. Et la fille de mes voisins, je l'ai toujours trouvée insignifiante, vraiment. Et ça n'a jamais été mon style de fille. Et là, je la trouve vraiment très belle avec le costume de majorette. Et elle me regarde. Soudain, elle jette un regard dans ma direction, vers moi, et vers mon téléphone avec lequel je la filme. Et je crois qu'elle m'a vue, qu'elle me voit. Je ne sais pas quoi faire, je reste là, immobile, à la filmer, et elle reste là, à me regarder. Et je la vois dans mon téléphone, et je la vois devant moi, sur le toit, toutes les deux, qui continuent à me dévisager. Préparer le petit déjeuner. Éteindre l'alarme du réveil. Prendre le temps de se faire un café. Prendre une douche très chaude. Boire son café à toute vitesse et se brûler la langue. Se rendormir. Faire une grasse matinée. Se réveiller en sursaut, s'habiller en urgence, sortir sans avoir rien avalé. Décharger les premières livraisons dans le froid du matin, déposer les enfants à l'école, aller à son rendez-vous à l'agence pour l'emploi, attendre l'ouverture de l'agence pour l'emploi, ouvrir le bar-tabac, ouvrir la pharmacie, ouvrir le salon de coiffure, attendre son tour à la boucherie-charcuterie, attendre l'ouverture des services administratifs de la mairie. Je suis sa première femme, son premier amour. On n'oublie pas son premier amour comme ça, si vite. On ne tire pas un trait comme ça sur moi. Vous ne me connaissez peut-être pas, mais je ne suis pas le genre de fille à se laisser tirer un trait comme ça sur la gueule. Laissez-moi passer. Vous ne pouvez pas m'empêcher de passer, je dois le voir, vous m'entendez? Je vous conseille de ne pas me laisser m'énerver. Je vous conseille ça, c'est un conseil d'ami. J'ai l'air frêle et facilement maîtrisable, mais je vous jure qu'il ne faut pas me chercher. Que si on me cherche, on me trouve, et comme il faut. On me trouve comme il faut, et je ne vous conseille pas d'essayer. Je vous préviens, je préfère vous mettre en garde. Je sais mordre et je sais cracher, je n'ai pas peur. Ne m'obligez pas à recourir à des pratiques que vous pourriez amèrement regretter. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Écoutez-moi au moins. Pour venir jusqu'ici, j'ai escaladé,
montagnes et collines. J'ai traversé déserts, forêts et métropoles. Non, je n'exagère pas. Ce n'est pas mon genre d'en faire trop. J'ai réellement enduré nombre d'épreuves pour arriver jusqu'ici. Car voilà, j'ai des revendications à faire, à lui faire. Et j'espère que, même à travers cette porte, il m'entend et reçoit mes déplorations. Parce que si ça continue, je vois venir, il va pas faire long feu. Il va brûler, très vite, en une très belle flamme, une superbe incandescence, et puis, plus rien. Ça n'aura duré que le temps très court d'une très belle incandescence, et il va me laisser là, moi, comme une conne. Je ne veux pas jouer les veuves éplorées, je ne veux pas jouer les pleureuses, je ne veux pas non plus jouer les boucs émissaires parce que je sais bien, je vois venir, je sais qu'on va me désigner coupable, on va me montrer du doigt et me cracher dessus, me rendant responsable. Et je refuse, tu m'entends? Parce que je vois les choses arriver, je vois comme les choses arrivent et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de m'embarquer et dans lequel on m'embarque sans me demander mon avis. Tu entends, pauvre con? Je refuse de jouer ce rôle. Tu es en train d'écrire un rôle pour moi, un rôle que je ne veux pas jouer et qu'il va falloir que je joue. Tu sais ce que ça fait de se retrouver à jouer un rôle qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas demandé? Imagine un peu, qu'on balance comme ça dans une distribution avec un rôle qui non seulement n'est pas celui que tu as demandé, mais qui en est l'exact opposé. Parce que moi, je voulais jouer l'amoureuse qui se suicide avec son amoureux. Roméo et Juliette, du con, ça te dit quelque chose? Je me retrouve à jouer les petites putes qu'on s'envoie pendant 2 ou 3 jours, qu'on épouse au passage pour rigoler, ou par pitié, ce qui n'est pas beaucoup mieux, ce qui est même pire. Puis qu'on balance, et qui passe sa vie d'après à tambouriner à toutes les portes qu'on lui donne dans la gueule! Vous m'entendez, vous tous? Écoutez-moi, que quelqu'un ici m'écoute maintenant, ça suffit, j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis sur une pente et je glisse. Je glisse de plus en plus sur cette pente. J'essaie de m'accrocher, mais c'est pire encore, je glisse encore plus. Je suis mal distribuée. Je suis une erreur grave de distribution. Je ne sais pas qui est le responsable, mais croyez-moi, il n'a pas intérêt, pas franchement intérêt de croiser mon chemin, sinon il s'en souviendra. Sinon il risque de s'en souvenir toute sa vie. Je suis une grave erreur de distribution. Je suis une actrice qui ne veut pas de son rôle. S'il vous plaît, débarrassez-moi-en. Je suis une actrice qui voudrait qu'on la débarrasse de son rôle. Et qui ne peut en être débarrassée que si on lui prend son rôle. Que si quelqu'un passe et veut bien prendre le relais et la remplace au pied levé. Remplacez-moi, vite, sur le champ, je vous en prie, remplacez-moi. Servir les premiers clients, corriger les copies, se rendre à son rendez-vous à la mairie, demander rendez-vous avec le conseiller du maire, faire le service, prendre sa pause déjeuner, déjeuner en vitesse, avaler un sandwich, sauter un repas, se retrouver à la cantine de l'entreprise, faire une sieste, rêver de faire une sieste, remplir les formulaires nécessaires, remplir le dossier d'inscription, faire les comptes, préparer les commandes, arrêter un véhicule pour excès de vitesse, se retrouver pris dans les embouteillages, finir son service, partir à l'entraînement de handball, partir à la réunion des parents d'élèves, aller à l'assemblée générale de la réunion de l'association de défense de l'environnement du conseil municipal, remplir la pétition contre le maintien de la décharge sur le territoire de la commune, passer acheter le pain, passer acheter une tarte aux pommes pour le dîner, prendre un dernier verre au café de la mairie, voir les nuages noirs au loin et craindre la tempête, regarder les premiers flocons de l'hiver tomber, prendre un verre en arrivant chez soi, sortir le chien, ressortir acheter des cigarettes, penser à ce que l'on va accomplir le lendemain, se demander ce qu'on va manger le soir, commander une pizza, réchauffer des restes, allumer la télévision,
Allumez la télévision. 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 Je reste longtemps dans cette position. La main qui tient l'assiette. La main prête à reposer l'assiette sur le rebord de l'évier, mais qui s'est arrêtée. La main immobile, suspendue dans le vide, et qui aurait, depuis longtemps, qui aurait dû la poser à quelques centimètres de là sur le rebord de l'évier, mais qui s'est arrêtée en chemin. Et je lâche finalement l'assiette qui se brise sur le sol. Je prends une autre assiette, je la lave et je l'essuie. Et de la même manière, je m'arrête avant de la poser sur le rebord de l'évier. Et de la même manière, je la lâche et je continue avec les autres assiettes. Et ce n'est pas une soudaine satisfaction qui m'anime ce soir-là, non. Ce n'est pas ça. C'est juste un désir que ces assiettes fassent autre chose une fois dans leur putain de vie d'assiette que de se poser gentiment sur le rebord de l'évier après avoir été lavé. Et que par la même occasion, moi aussi, je fasse autre chose de ces putains d'assiettes une fois dans ma vie. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai autant d'assiettes alors que je vis seule? Alors que jamais personne n'a vient manger ici. Alors, je laisse tomber les assiettes une par une, et je les regarde exploser sur le carrelage de la cuisine. Ce n'est pas une satisfaction. Je veux dire, la satisfaction n'est pas celle que l'assiette se détruise, non. La satisfaction est qu'aujourd'hui, il se passe simplement pour elle, comme pour moi, autre chose. Et je repense à ce type, dans cette émission, à la télévision. Ce numéro exceptionnel. L'autre soir, ce type qui jonglait avec des assiettes à toute vitesse au-dessus de sa tête. C'était des assiettes. Mais ce n'étaient plus des assiettes lorsqu'elles volaient au-dessus de sa tête. Et je me dis que j'accomplis exactement la même chose, mais à l'envers. L'absolu contraire du numéro exceptionnel. Et peut-être est-ce tout aussi exceptionnel en un sens, je me dis. Et quand il ne reste plus aucune assiette, je me couche sur le débris de vaisselle, sur le carrelage de la cuisine, sur le tapis d'assiettes en morceaux. Je me recroqueville et je m'endors paisiblement.
inquiétez pas. Tout va très bien se passer. Tout est entièrement sous contrôle. Nous maîtrisons parfaitement la situation. Comment vous avez travaillé ensemble sur les monologues? D'abord, chacun sa petite méthode et après on essaie de mettre en commun pour voir nos univers différents. Est-ce que vous avez travaillé dans le sens, vous avez montré ce que vous faisiez des retours les uns sur les autres, vous êtes aidé à vous mettre en scène mutuellement, ou c'était chacun qui faisait sa mise en scène, son monologue, etc. Ça a été différent pour tout le monde. On a un peu été pris par le temps. Il y a certaines personnes qui ont travaillé leur monologue avec d'autres personnes, qui les ont aidés à les mettre en scène, d'autres qui ont travaillé tout seuls de leur côté. On a appris assez tard qu'il fallait les lier ensemble, mettre un début et une fin. On a fait ça un peu, on a fait ça tard. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on a tous s'est amené regroupés. Et voilà, et on a lié tout ça. Parce qu'on voulait que chacun garde son univers, mais qui est comme un petit fil qui se lie aux autres. Tout en... C'est pas une pièce, ça reste des monologues. Vous voyez ce que je veux dire? Séparés les uns des autres, et du coup c'était important de garder chacun nos univers, plus ou moins. Peut-être que les univers vont tomber en quelque part. Comme par exemple, il va absolument être assurant des plaqués, l'assurance. Et puis finalement, il se passe quand même des choses bizarres par la suite. Je trouve que l'équipe est vraiment. C'est assez bien tombé le monologue d'Aurel, qui introduit bien la suite. Après, c'est les monologues d'un seul auteur. Dans toutes ces pièces, on retrouve souvent une description de l'étrangeté qui se glisse dans le quotidien. Donc immédiatement, oui, ça faisait écho avec le monologue d'Aurel sur le contrôle de la situation. Aurel, pourquoi est-ce que tu as choisi un monologue aussi rébarbatif, etc. Je dis pas que c'était ennuyeux, loin de là. Absolument pas. Je vais quand même dire que je l'ai regretté au moment de l'apprentissage du texte. Et c'est vraiment l'enfer, il n'y a aucune image, enfin, c'est assez compliqué à apprendre.
j'ai hésité entre plusieurs monologues et je me suis dit que celui-là pouvait me faire travailler certaines choses que je ne travaillais jamais. C'est-à-dire L'idée c'était de faire des variations sur ma voix, ce que je suis pas sûr d'y être vraiment parvenu. Mais il y a une certaine monotonie dans ma voix grave en général que je travaille à fond, j'aime bien aller là-dedans forcément. Et là vraiment j'ai eu envie de bosser là-dessus, mais j'aurais pu en choisir un autre, totalement différent, enfin c'était ça. Et puis c'était peut-être aussi le plus facile finalement. Pas à apprendre, mais à faire pour moi, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais pu aller plus loin sur le fait de perdre le contrôle un peu justement du fait qu'on commence vraiment à avoir peur, parce que là tu l'as fait un peu? Ah si, totalement. Je suis certain de m'être arrêté dans le travail un peu trop tôt, quoi. J'aurais dû aller un peu plus loin, mais on a manqué de temps, comme a dit David. Ça nous apprend aussi à ça, à être un petit peu plus professionnel, ce genre d'exercice. La répétition est très bonne, elle fonctionne très bien, on est vraiment installé dans la disposition. C'est vrai que l'enchaînement accessible, pour moi, je l'ai fait à côté, donc j'ai été assez frappé par ça. Donc, du coup, accessible, là, j'étais vraiment saisi par la chose. Ou pas. Parce que, enfin, sur ce monologue-là, je trouve que c'est à la fois fou et à la fois c'est très lucide. Enfin, c'est une parole d'écrivain, c'est pas tous les écrivains qui écrivent comme ça, mais ça décrit bien la pulsion d'écriture pour le point de vue de l'auteur sur l'écriture. Donc, est-ce que c'est de la folie ou pas? Ce qui faisait peur, c'est que je me regardais vraiment. Ça, j'ai apprécié par rapport à les autres, mais le fait que je regarde vraiment certaines personnes, c'est très impliquant pour le spectateur. Et pour l'anecdote, cette semaine, je me suis baladée sur le Premier Abo et j'ai abordé certaines personnes dans la rue, en fait, avec ces premières phrases. Et le défi pour moi, c'était de garder le plus longtemps possible ma parole. Et j'étais étonnée, en fait, parce qu'il y avait des gens qui tout de suite m'ont dit « mais tu viens de Montpellier ». Alors du coup je coupais, je disais « bon merci », je voyais qu'ils avaient envie de partir. Sinon il y a un jeune homme qui était très gentil et qui m'a écouté, qui m'a dit « bon courage ». Voilà. Et du coup j'ai trouvé cette spontanéité dans la rue, en fait, c'est ce que je voulais chercher. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire cette entrée masquée parmi vous, pour me mettre un défi supplémentaire, en fait, en me disant je suis spectateur, mais non, il va falloir que je franchisse un pas supplémentaire à un moment donné. Emmanuel, pourquoi tu as fait le choix dans ton monologue de toujours regarder en haut quasiment, sauf à la fin? Je sais, oui, c'était voulu. Après, je sais pas, par rapport à l'énergie de cette femme, enfin, j'aimais l'énergie que ça me donnait de regarder vers le haut comme quelque chose qu'elle veut atteindre, voilà, qui est un peu hors de portée. Oui, comme un idéal que tu cherches. Pourquoi tu restes beaucoup? Je pense pareil, en fait, pour explorer un peu la contrainte. La contrainte d'être proche du mur, d'être en fond de scène. Et comme s'il y a quelque chose qui m'empêchait d'avancer.
pas, c'est l'ensemble de la pièce aussi qui c'est une de celles que je pense préférer. Et je sais pas, ça m'évoquait des images, et du coup, les images, ça m'a donné envie de jouer avec, quoi. Oui. Moi, j'avais envie de travailler avec mes mains. Parce que j'aime pas mes mains, j'ai des grandes mains. Et j'ai un problème à assumer mes mains. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Je vais aimer mes mains. Bon, je les casse, mais en même temps, je les aime bien. Donc, voilà, c'était un monologue, pareil, un peu que Anaïs, j'aime bien dans cette pièce, soudaine timidité des crépuscules.